Je reviens un peu, excusez-moi, on percute un petit peu les périodes, mais c'est difficile un exercice pareil, quand on n'a pas l'habitude. En 93, donc je continue sur la lancée de ce travail collectif, très riche avec mes collègues. En 93, on fait paraître un livre sur est-ce que le destin de l'anthropologie, c'est d'être universel ou pas? Voilà. Est-ce qu'elle s'adresse à l'humain en tant que tel, cette espèce d'entité un peu abstraite qui est l'humain, avec un grand H, ou est-ce qu'elle s'adresse à des communautés d'humains, certes, mais qui n'ont que peu de rapport entre elles? Voilà. D'ailleurs, au fond, ça revient encore à la même question. Est-ce qu'elle s'adresse à des différences, ou est-ce qu'elle s'adresse à de l'altérité? C'est la même chose. Bon. Et on a travaillé ensemble là-dessus, et ça a donné donc ce livre. Dans lequel je pose, enfin, donc une des contributions, la mienne, pose la question suivante. À quel type d'universel on a affaire en anthropologie si on a affaire à un universel? Voilà. Et la réponse pourrait tenir en deux options, si vous voulez. Soit on a affaire à un universel qu'on pourrait appeler philosophique, c'est-à-dire extrêmement abstrait. Alors qu'est-ce que c'est l'universel abstrait? L'universel abstrait, c'est on a affaire toujours, de toutes les façons, quelles que soient les différences, on a affaire toujours au même homme. Il parle, il a une raison, il a un entendement, il a un corps, il se déplace comme ceci et comme cela. Tous les humains sont comme ça, qu'ils soient pris du fin fond de l'Amazonie jusqu'au fin fond des terres asiatiques. Bon, ça c'est un universel que l'on pose et qui après tout n'est pas d'une richesse indépassable. Bon, on sait que c'est comme ça. L'humain est comme ça. Bon. Que ce n'est pas un rat ni une plante. Et ce qui fait la différence entre lui et les autres êtres vivants, c'est justement cela. Il est muni de l'appareil symbolique, donc il peut parler, donc donner un sens au monde, etc. Tous les humains, tous, absolument tous. C'est ça qui fait d'ailleurs la richesse de l'ethnologie. Hein. Bon. Ou alors, c'est un autre universel, moins abstrait, plus concret au sens où il serait lié, il serait lui-même lié, cet universel, donc il ne serait pas un universel de surplomb, où il serait lié aux conditions de vie des communautés. Je veux dire par là, les communautés, toutes les communautés sur lesquelles nous travaillons tous, ethnologues, se posent un certain nombre de questions. Se posent un certain nombre de questions, ont des réponses ou pas, des réponses qui peuvent nous paraître totalement folles. Evans Pritchard a travaillé là-dessus beaucoup, Radcliffe Brown aussi. Bon, ils donnent parfois, les communautés, elles donnent parfois des réponses à des questions que nous posons, nous, mais elles, ces communautés, donnent des réponses qui sont, à nos yeux, souvent incompréhensibles. Wittgenstein a travaillé aussi beaucoup là-dessus. Bon. Alors là, du coup, on aurait affaire à un autre type d'universel, qui est toujours un universel. Pourquoi c'est un universel? Parce que les communautés se posent des questions, comme nous, on se pose des questions, sur les mêmes choses. D'où nous venons, nos dieux, pourquoi croyons-nous en ceci plutôt qu'en cela? C'est ça l'universel. Tous on se pose des questions. Mais là, il serait de type, c'est ce que j'ai appelé dans le livre, d'un universel de type relationnel. Relationnel. C'est-à-dire qu'au fond, cet universel, il dépendrait des relations que chaque communauté entretient avec toutes les autres. Donc, il serait appelé à varier. Un universel qui varie, c'est pas totalement un universel. Pour les philosophes qui nous entendraient, ils nous diraient, ah ben non, c'est pas ça un universel. S'il varie, c'est pas un universel. Eh bien oui, les ethnologues ont compris une chose, c'est qu'il y a des universels qui varient. Dans le temps et dans l'espace. Mais qui ne restent pas moins universels. C'est là, à mon avis, la subtilité de la discipline. Beaucoup nous disent aujourd'hui, vous n'avez pas inventé grand chose dans votre histoire. Ben si, ça on l'a inventé. Parfois, il y a des textes de Lévi-Strauss qui nous permettraient de comprendre cela, dans l'anthropologie structurale 2, si mes souvenirs sont bons, et si je ne fais pas de mauvaise lecture ou de contresens.
93. Donc 97, comme on l'a dit tout à l'heure, la pluralité des mondes. D'ailleurs, dans la pluralité des mondes, j'ai voulu dire exactement la même chose que ce que je dis maintenant, mais avec un autre type de vocabulaire. Bon. Et puis donc à 2002, alors figure de l'humain à beaucoup 2003, à l'EHESS, aux éditions de l'EHESS, ce livre qu'on a écrit aussi à 6, et qui a été important, parce que c'est là où on rentre dans les détails de la construction anthropopoïétique. C'est-à-dire quel type de modèle nous construisons tous, toutes les communautés, du matin au soir, tout le temps. Tout le temps. Des modèles artisanaux, des modèles de langage, des modèles de compréhension des autres, des modèles d'élevage des enfants, des rapports aux animaux. Voilà, c'est cela. Et les uns travaillent sur, tous mes collègues là prennent des exemples, les uns travaillent sur des communautés au Pakistan, d'autres qui travaillent sur des communautés en Arabie Saoudite, d'autres qui travaillent sur des communautés européennes, et ainsi de suite, pour voir comment on construit des modèles. Anthropopoïésie, c'est ça. Et nous avons voulu mettre en pratique tout cela dans ce livre-là. 2003 donc. Donc 2000, je reviens un petit peu, je fais le raccord, comme on dit au cinéma, avec 2006. Donc ce retour sur le terrain. Alors ce retour sur le terrain, 2006, les identités remarquables, ça a été une espèce de, à la fois un traumatisme, je dois l'avouer, humblement. Les anthropologues, cela dit au passage, n'avouent pas toujours qu'ils sont traumatisés par leur terrain. Mais moi je le dis. Moi je le dis parce que ça a été le cas. Et ça a même eu un effet plus que pervers, parfois sur ce que j'ai écrit. Je retourne donc, pour la énième fois, j'ai même pas compté le nombre de fois où je suis retourné, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses que je n'avais pas comprises auparavant, tout simplement, humblement. J'y retourne en 2003, 2004, et en 2006, je fais paraître ce livre, donc Les identités remarquables, un coup d'œil au concept mathématique, mais en fait ça ne voulait pas dire du tout cela. Remarquable, c'est-à-dire que les identités sont posées là-bas, mais de manière hétérodoxe, de manière, comment on pourrait dire, schismatique, de manière, pas comme on pose le problème de l'identité ailleurs, pas par exemple comme on le pose ici en ce moment, aujourd'hui. Et ce livre m'a fait comprendre, m'a fait comprendre, c'est étrange de dire ça, j'ai écrit un livre qui m'a fait comprendre. Bon, en général c'est le contraire, bon, mais ça m'a fait comprendre que c'est vrai que le concept essentiel sans lequel on passerait à côté de la réalité martiniquaise, c'est celui d'identité, mais pas n'importe laquelle. L'identité, c'est pas du tout un bloc répétitif du même. Les gens pensent que l'identité, c'est un bloc répétitif, un bloc fermé sur lui-même, qui se répète à l'infini le même. Ça voudrait dire, au fond, Dieu est Dieu. Dieu, EST et Dieu. C'est tout. Et je ne sors pas de là. C'est pas ça l'identité. Ça, c'est l'identité. Un arbre est un arbre. Oui, ça, oui. En quoi ça nous fait avancer le savoir? Non. Les identités dont vivent et dont parlent sans cesse, je vous parlais de la couleur tout à l'heure, les Martiniquais, ce ne sont pas des identités fermées sur elles-mêmes. Pas du tout. Ce serait le contraire du métissage. Le contraire. Les identités, ce sont des identités ouvertes. Ouvertes. Sur quoi? Sur ce que nous ne sommes pas. Donc, par exemple, les béquets, les blancs, je préfère parler de béquets parce que maintenant je déteste de parler à partir des couleurs. Parce que ça me fait penser à des mauvais souvenirs. Non, les béquets, par exemple, ou les métropolitains qui vivent là-bas. Il y a des métropolitains qui vivent à la Martinique, qui ne sont pas colons. Ils vivent là-bas parce que c'est un département, c'est tout. Les Noirs, eux, ils préfèrent dire nègres, les Antillais préfèrent dire nègres, les Noirs, les descendants d'hindous, les hindous tamouls, et puis toutes les couleurs qui dérivent à partir du noir et du blanc, alors ce qu'on appelle les mulâtres. Bon, voilà. Tous ces gens-là posent les identités comme des espèces d'ajustements permanents. Voilà. Des ajustements et des réajustements permanents. Je vous donne des exemples simples qui vont faire comprendre, à mon avis, ce que je dis. Vous n'aurez pas la même couleur, alors que vous avez une couleur qui est définissable et identifiable de manière simple. Vous êtes noir, point. Vous êtes blanc. Là-dessus, on ne peut rien dire. Oui, mais l'identité posée par eux, c'est qu'en
en fonction des situations, on peut nommer les couleurs autrement. Alors que la couleur reste la même, hein, réellement. C'est ce qu'on appelle une couleur symbolique ou plutôt métaphorique. Hein. Lors d'une soirée, entre amis, où on va danser, où on boit des coups, on boit du rhum, on boit beaucoup, on danse, etc. Bon, il y a de la musique. Un blanc, un noir, va être nommé autrement que par sa couleur réelle. Il est noir, mais on va le nommer, ah oui, t'as des manières de blanc, tiens, blanc. Ou un blanc, on va dire, oh oui, t'as des manières de nègre. Tiens, nègre, toi. Et ainsi de suite pour toutes les autres couleurs. Ce qui fait que les couleurs varient en dépit de leur stabilité, de leur fixisme absolu. Ils sont noirs, d'accord? Ça, c'est la couleur réelle, mais tout le vocabulaire rhétorique qui tourne autour de la couleur va faire changer de couleur la personne en fonction des situations sociales et culturelles, d'une journée, d'une vie. C'est cela l'identité en métissage. C'est cela la vraie identité en métissage. Donc vous voyez, on est loin du concept d'identité que l'on a appris en Occident, qui est le même. L'identité, ce serait une mêmeté. C'est vrai que vous lisez les premiers textes sur l'identité. Chez Aristote, par exemple, il dit l'identité, c'est quoi? C'est le même. C'est quand vous dites c'est le même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un éléphant? Un éléphant, c'est un éléphant. C'est le même que l'autre éléphant à côté. Vous voyez, il y a deux éléphants, c'est la même espèce. Donc, non, pas du tout. À la Martinique, absolument pas. Il y a sans arrêt des petites variations, des ajustements, des réajustements, des petites différences, des glissements, des contradictions dues au conflit permanent qu'il y a entre les gens. Voilà ce que j'ai voulu étudier dans 2006, le retour. Et alors, comme je vous dis tout à l'heure, c'est un traumatisme, oui, mais au sens, bon, pas pathologique du terme, mais c'est pour le dire vite. Ce que vous savez, retourner sur un terrain 30 ans après, c'est un choc. Hein. C'est un choc parce que pour y rester assez longtemps. Je suis resté assez longtemps là. Je ne me souviens plus combien de temps, mais je suis resté. C'est un choc pourquoi? Parce que la réalité du terrain a changé beaucoup. La Martinique est un pays qui change très vite. Très 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 vite. Donc si vous n'adaptez pas vos concepts au fur et à mesure que la réalité change, vous ne comprenez rien. 30 ans après, vous dites, mais alors, 30 ans avant, j'ai rien compris alors. D'ailleurs, il se pourrait que j'ai rien compris, hein, cela dit au passage. Parfois, on me fait remarquer, vous savez, votre premier livre, celui de 83, c'est-à-dire, c'est ma thèse, ne reflète plus du tout la réalité aujourd'hui. On me le dit. Et c'est un problème d'ailleurs pour tous les ethnologues. Tous. La mondialisation a fait des ravages partout, fait des ravages. C'est un jugement de valeur, mais elle est venue percuter à toute vitesse toutes les sociétés, les plus éloignées dans les îles du Pacifique, pas uniquement en Europe et aux États-Unis. Donc évidemment, si vous retournez encore avec les mêmes concepts, bon, vous avez des chances de passer, des risques et des malchances de passer à côté de la réalité. Voilà. 2006, et puis après, je dois dire que, au fond, il y a encore un chemin de traverse qui va arriver, encore un énième chemin de traverse, et qui va changer beaucoup, beaucoup mes perspectives. C'est que je me suis dit que... Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce que... Et je vais parler de 2012, donc le moment critique de l'entreprise. Est-ce que je vais refaire un travail qui aurait les mêmes fonctions, ou qui ressemblerait un peu à ce que j'ai fait en 87 avec Exotisme et Altérité. Mais maintenant avec une perspective où j'ai vieilli, où j'ai eu beaucoup d'expérience sur d'autres terrains. On va parler des autres terrains. Enfin, de toute façon, c'est facile, il y en a très peu. Hein. Et ce ne sont que des échecs. Donc on va parler des échecs parce que les échecs sont souvent extrêmement parlants et surtout, ils sont enrichissants, les échecs. Je vais en parler après. Et je ne peux pas dire tout à la fois, mais là, arrive 2012, et je me dis en 2012, est-ce que je vais refaire une nouvelle mouture d'exotisme et altérité, où je vais reposer la question de savoir, est-ce que véritablement l'anthropologie est une science humaine et sociale, et à quelles conditions doit-elle obéir
à quel réquisite doit-elle obéir pour être une science? Je me suis posé une question d'ordre épistémologique dans le livre de 2012, sur le moment critique. Pourquoi critique? Parce que j'ai pris au sens adjectif de crise, tout simplement. Hein. Bon, c'est une banalité de dire ça, mais critique veut dire deux choses. Je fais une critique de l'anthropologie au sens où elle n'a pas exactement toujours réalisé ses promesses, bien, d'une part, et d'autre part, critique au sens de l'adjectif de crise. Elle traverse une crise qui n'est pas momentanée. Et alors on peut même aller, j'ai tenté d'aller plus loin, mais enfin bon, après tout, n'est-elle pas, dès le départ, une entreprise critique? Dès le départ, elle est en crise. Pourquoi? Mais parce qu'elle a eu beaucoup de mal à ajuster son discours à la réalité des communautés. Beaucoup de mal. On le voit d'ailleurs un peu aujourd'hui, hein, dans les retours au Canada, on le voit très bien, mais aux États-Unis aussi, les retours, mais aux Antilles aussi, des enquêtés, qui nous disent, en Nouvelle-Calédonie encore plus, vous vous êtes entièrement trompé sur ce que nous sommes, vous racontez n'importe quoi, vous vous rendez compte, on passe une vie entière sur un terrain, et après on nous dit, mais vous racontez n'importe quoi sur nous. On n'est pas du tout comme ça, c'est pas ça du tout. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais quoi? Quoi? C'est ça. Et c'est ça la question que je me pose dans ce livre. Le moment critique de l'anthropologie. J'avais dit que, alors ça c'est 2012, hein, j'avais dit que j'allais revenir, ça c'est une forme de douleur un peu, mais enfin autant l'exploiter tout de suite et la vider de son sang. Ce sont les échecs. Parce qu'entre-temps, je me suis dit, bon, je ne vais pas passer ma vie entière, ma vie va bientôt s'achever, je ne vais pas passer ma vie entière sur la Martinique. La Martinique, il faut savoir que c'est 1000 km², c'est petit, hein, et 300 000 habitants. Alors, passer une vie là-dessus, donc déjà j'y ai passé 30 ans, ça va comme ça, on va essayer de changer un peu de... Bon. Alors j'ai fait des tentatives. C'est rare de changer de terrain quand on est ethnologue au cours d'une vie. Hein. Ou alors on change de terrain, mais alors on va dans la même ère culturelle, vous voyez. Alors par exemple, on passe de la Martinique à la Guadeloupe, ça c'est pas très compliqué. Hein. Ou de la Martinique à la Guyane. Bon. Vous savez, tout ça, ça forme une civilisation. L'arc antillais. De Cuba ça forme une même civilisation, au fond. C'est tous des fils d'esclaves et de déportés africains. Voilà. Si on n'a pas compris ça, je crois que c'est ça l'essentiel, quoi. C'est ça l'essentiel. Je ne dis pas que tout est déterminé par ça, bien entendu. Ce serait un causalisme stupide. Mais il y a quand même des éléments qu'il nous faut comprendre. Qu'il y a une unité depuis Cuba, Haïti, République dominicaine, jusqu'à la Colombie, on peut dire au fond, jusqu'aux grandes villes brésiliennes. C'est ce que Bastide voulait nous faire comprendre. Je reviens donc sur les échecs. Au fond, j'ai fait une tentative qui a été un échec cinglant, c'est Bali. Alors, j'y suis allé 3 fois. Pas resté longtemps, enfin quand même, oui. Je sais pas, à chaque fois, des tentatives. Ce qui m'intéressait, c'était la manière de traiter les morts. Ben, la mort est un thème au fond, je suis en train de réfléchir, qui m'intéresse foncièrement depuis 1975. Mon premier article sur la mort, dans Traverse. Et la mort, comment on traite la mort, et surtout, qui m'avait littéralement cloué, c'est comment dire, la manière des Balinais. Enfin, je vous rappelle donc que Bali est une enclave hindoue dans un immense pays musulman, la seule enclave hindoue, et comment on réenterrait les morts, et surtout les enfants morts. Donc les enfants meurent, certains enfants meurent de maladie, de ce que vous voudrez, bon, ils sont enterrés, et 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on les déterre et on les réenterre ensemble avec d'autres enfants, qui coûtent littéralement une fortune, très très cher, et on les brûle cette fois-ci. Et on les brûle. Donc on les déterre, on les réenterre pas, on les brûle, devant tout le monde, et c'est une grande fête au cimetière. Et la première fois que je suis arrivé à Bali et que j'ai vu ça, c'était tout près de mon hôtel. J'étais littéralement sidéré, quoi. J'ai dit, mais il faut comprendre ça. Et alors, deuxième fois j'y retourne, je continue,
Et je me suis rendu compte à la troisième fois que j'y arriverai jamais pour une raison vraiment enfantine à comprendre, la langue. Il faudrait des années pour étudier le balinais, qui n'est pas l'indonésien classique, hein. Non, qu'on parle à Java ou à Sumatra, des années. Et je me suis dit, je ne peux pas à mon âge me mettre au balinais. Alors j'ai commencé un peu à tâtonner, mais ça ne donnait rien. J'avais des informateurs, j'avais qui m'ont aidé, tout ça, mais alors je me dis, au lieu d'écrire des banalités superficielles, je préfère ne plus rien faire. Et à la fin du troisième voyage, je me suis dit, je ne retournerai plus et j'abandonne. C'est une forme d'échec, que l'on peut appeler l'abandon. Mais l'abandon, mais pas au sens d'une abandonnite, ou au sens où on abandonne quelque chose qui nous est cher. Les balinais ne me sont pas particulièrement chers. Sont vraiment pour moi, c'était des étrangers pour moi, hein. C'était très 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 loin de mes préoccupations. Et justement, j'ai fait exprès. Une petite parenthèse, j'ai toujours dit à mes étudiants, essayez de vous intéresser à des terrains que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas. N'allez pas vers ce que vous aimez le plus. Vous allez être trompé. Allez vers ce que vous n'aimez pas et vous allez voir, vous allez construire une distanciation importante pour construire votre objet. Fermons la parenthèse. Donc un échec. Sans regret. Sans regret. Alors que l'autre échec dont je vais vous parler maintenant, celui-là est avec regret. Peut-être même avec des remords, je ne sais pas. Donc il n'y en a eu que deux. Hein. Les autres ne comptent pas. J'ai été invité dans 2 ou 3 universités israéliennes, dont à dialoguer avec un certain nombre de mes collègues, pas tous anthropologues d'ailleurs, il y a une anthropologue à l'université de Tel Aviv, un anthropologue à l'université de Haïfa, un autre au CNRS, et quelqu'un au CNRS de là-bas, Jérusalem, et quelqu'un d'autre à l'université de Jérusalem, université hébraïque. Bon, géographe, je crois, bon, pour dialogue. Alors je me suis dit, ça c'est très récent, enfin c'est très récent, c'est 2014, si mes souvenirs sont bons, ou 2015. Je me suis dit, je vais en profiter pour essayer de comprendre, là encore, c'est la même histoire, les rapports entre identité et altérité, là-bas, dans les universités israéliennes. Mais je voudrais aller aussi, et c'est normal, dans les universités palestiniennes, enfin surtout les 2 que j'avais visées, qui m'intéressaient beaucoup, parce que j'avais des contacts, hein, il faut dire, à Birzeit et à Al-Quds, que je connaissais du monde, et je me suis dit, bon, je vais en profiter, grâce et à l'occasion de ces invitations, pour poser la question de savoir, est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble? Qui? Les Israéliens juifs et chrétiens, les Israéliens musulmans, car il y en a beaucoup qui travaillent dans les universités, et les Palestiniens avec leurs propres universités. C'était ça mon but. Est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble? S'ils sont capables de travailler ensemble, à propos de quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? Comment sont leurs relations? Et s'ils ne sont pas capables de travailler ensemble, pourquoi? Et je suis parti avec cette... pour le moins difficile. Hein. Pour moi, c'était casse-cou, pour le dire facilement et vulgairement. C'était accidenté comme terrain, très accidenté. Et le problème, c'est que juste avant de partir, donc j'ai l'accord des universités israéliennes pour venir nous rendre visite, parler avec nous de ce que vous voulez, etc. Bon. Et je demande l'accord des 2 universités palestiniennes. Et les 2 universités palestiniennes, pourtant où je connaissais déjà quelques enseignants, me disent « Ah oui, tout à fait, on est très heureux et très fiers de vous recevoir, tout ça, mais il faudrait que vous signiez une charte avant de venir, qui est la charte de la Palestine, selon laquelle vous ne vous êtes pas rendu auparavant dans une université israélienne, sans quoi on ne vous accepte pas. » D'abord, j'ai été sidéré de la réponse, sidéré parce que je croyais qu'il y avait un libéralisme propre à toutes les universités du monde. On était libre de faire ce qu'on voulait. J'ai répondu, je suis désolé, je ne peux pas, parce que j'ai eu déjà l'accord des universités israéliennes, je ne peux pas leur dire non à eux, oui à vous, ni non à vous et oui à eux. Pour moi, je vous traite exactement de la même manière. D'autant plus que j'ai envie d'aborder des questions où je sais que vous travaillez souvent ensemble. Exemple sur l'eau.
sur l'eau du Jourdain, et pas que du Jourdain d'ailleurs, sur la forêt. Vous travaillez ensemble sur des thèmes qui sont totalement intéressants, courants, mais qui, c'est vrai, peut-être ne mettent pas en jeu vos propres identités. Donc, premier échec, échec, je ne me suis pas rendu dans les universités de Palestine. Je ne pouvais pas. Donc j'ai fait du travail uniquement dans certaines universités israéliennes, où là, c'est vrai, j'ai pu rencontrer des professeurs, juifs, chrétiens et musulmans, qui travaillent en plus, et ça a été quand même une découverte intéressante, sur des domaines extrêmement scabreux. Je prends 1948, c'est-à-dire la Nakba, la catastrophe des Palestiniens pour eux, puisqu'ils l'appellent comme ça. C'est-à-dire le fait d'avoir été évincés de leur maison ou d'avoir été contraints de vendre quand la première grande guerre entre Israël et les pays arabes a été déclarée et s'est déclenchée en 1948. Et là, c'est vrai que j'ai eu des conversations extrêmement intéressantes avec toutes les parties et où j'ai vu que, malgré de fortes hostilités, il ne faut pas se cacher la face, de très fortes hostilités entre eux, ils arrivaient malgré tout, surtout quand il y avait quelqu'un qui n'était pas partie prenante comme moi, ou d'autres qui étaient là, ils arrivaient malgré tout à poser des questions d'une très grande délicatesse, qu'on touche avec des pincettes, c'est 1948. Et 1948, il y a beaucoup de documents là-dessus, sur lesquels ils travaillent en langue arabe, en langue hébraïque. Et je me suis dit, voilà une bonne occasion de reposer la question de l'identité et de l'altérité. Malheureusement, là aussi, à part l'anglais a été évidemment une langue commune à nous tous. Là aussi, j'ai fait trop peu d'arabe dans ma vie, que 2 ans. J'ai fait trop peu d'hébreu dans ma vie aussi, 2 ans, pour saisir la subtilité extraordinaire de leurs échanges. Parce que tous parlent couramment 3 langues. L'anglais, tous, l'hébreu et l'arabe. Et à propos d'un sujet qui est incroyablement difficile à saisir, et scabreux, et presque à la limite, je dirais, dangereux, 1948, où il y a des regrets, des regrets, des souvenirs, des haines complètement cuites et recuites, et qui, je le crains, et en rentrant après, je me suis rendu compte, vont rester cuites et recuites pendant très longtemps. Un échec. Pas le même que l'autre, mais un échec. Et un échec qui m'a appris des choses, mais au fond, pas grand-chose que je ne savais déjà. C'est-à-dire qu'à peine on touche à la question des identités, nous mettons en jeu la mort. Nous mettons en jeu la mort. Et nous mettons en jeu la mort, c'est-à-dire le thème de la mort et le thème de la violence. Et là, quand on touche à la plaie, c'est la plaie, ça, hein, c'est vraiment la plaie, alors ça devient plus que glissant le terrain, il devient impraticable. Impraticable. Et là, il faut, où je reste tout le temps. Et alors je me mets aux langues et tout, et je vis avec eux, et j'essaye de fouiller, parce qu'à moi, ils vont me dire des choses que peut-être entre eux, ils ne se disent pas, ou je rentre. Je suis rentré. Et j'ai laissé tomber. Voilà les échecs.